Merci à toutes et à tous d'être là. On va parler changement climatique. Je vais vous remettre des chiffres, des choses dont vous entendez parler, mais juste qu'on les partage. Déjà, de savoir où on en est, parce que il fait un peu frais depuis 8 jours. Hein. Même le matin, on se dit, oh là là. Mais souvenez-vous qu'il y a pas plus tard de 10 jours, on était monté tout d'un coup à 28 degrés. 10 jours avant, c'était pareil. Donc, et on n'est pas seul sur Terre. Il y a d'autres endroits où ça continue de chauffer. Donc, voilà, la menace, entre guillemets, est bien sous-jacente. Et puis la question de l'eau aussi. Hein, on a connu 2022, comme vous l'avez rappelé, c'était la grosse sécheresse, l'alerte généralisée, on va dire. Et il a plu beaucoup cet hiver et on oublie. Hein. Vous savez que l'esprit humain, il oublie très vite. Hein, surtout quand ça le confronte. Et là, c'est pareil, je vais vous montrer que les trajectoires, elles ne sont pas celles de l'hiver qu'on vient de vivre complètement. D'accord ? Alors, c'est un peu anxiogène. Moi-même, je suis très anxieux. Enfin, je suis très... À parler de ces sujets-là, c'est assez anxiogène. Donc, il faut essayer de trouver... on se rend, comment dire, responsable en s'informant. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait du dialogue, y compris entre des gens qui ne sont pas d'accord et qui ont des visions opposées, notamment sur les solutions. C'est extrêmement important, hein, qu'il n'y ait pas forcément qu'il y ait un vrai échange, une vraie confrontation, parce que vous allez voir, on est face à des conflits potentiels, à des enjeux qui bousculent des lignes. Hein, donc c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord. Et moi, je ne vous amène pas une vérité vraie. Je suis même plutôt intéressé par avoir de la confrontation, à voir comment... et de la confrontation naîtront des solutions, en fait. Donc voilà, je vais parler en 3 temps. Premier temps, revenir sur le réchauffement climatique. Après, ses incidences sur la ressource en eau en quantité et aussi en qualité. Et ensuite, sur les enjeux, les défis, hein, et les solutions. D'accord ? Donc voilà la façon dont on va s'organiser les choses. Donc, on est dans l'alerte climatique. Hein, donc je pense que vous l'entendez quand vous ouvrez votre radio, regardez votre télévision. Maintenant, c'est clair que tous les jours, pratiquement, quand c'est pas en France, vous entendez une alerte quelque part. Hein. Donc on est bien dans la situation que vit cet ours-là, de l'alerte. Hein. Alors rappelez quelques fondamentaux, quelques notions, hein, de base, mais qui ne sont pas très complexes. C'est la question de l'effet de serre. Hein. L'effet de serre, c'est le piégeage par les gaz présents dans l'atmosphère, du rayonnement infrarouge qui est réémis par la Terre, qui est réchauffé par les UV du Soleil. Hein, et ces gaz, en gros, il y a la vapeur d'eau, le CO2, CH4 et LN2O, c'est les principaux. Donc ces gaz, ils absorbent une partie de l'infrarouge qui est renvoyé vers l'atmosphère, et ils le renvoient vers la surface de la Terre, et c'est ça qui crée, comme une serre, un effet de serre. En gros, s'il n'y avait pas d'atmosphère sur Terre, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés. Ça, c'est lié à la position par rapport au Soleil. C'est grâce au fait qu'on a une atmosphère et donc des gaz à effet de serre que la Terre est vivable, hein, avec une température de 15 degrés. D'accord ? Donc les gaz à effet de serre, au départ, c'est ce qui a permis la vie sur Terre. N'oublions pas cette notion. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et depuis maintenant quelques années ? C'est que la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère augmente énormément. Elle augmente en gros depuis la fin du 19e siècle, depuis le début de l'ère industrielle. Là, vous avez une reconstitution de la teneur. Bon, c'est reconstitué assez facilement. Vous avez notamment dans les bulles d'air qui sont piégées dans les carottes de glace, vous faites un trou, et quand vous faites un trou, plus vous descendez, plus vous remontez le temps. En Antarctique, on peut forer comme ça jusqu'à 400 000 ans en arrière, et vous récupérez les bulles d'air emprisonnées dans la glace, et vous avez une analyse rétrospective de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et là, c'est juste sur les derniers 1000 ans. Vous voyez que jusqu'en 1850-1900, on était stable à 280 ppm, partie par million. Et vous voyez ce qui se passe depuis 1900, eh bien, on est dans une augmentation extrêmement rapide et massive et brutale de la teneur en CO2. Alors maintenant, quand c'est vert, c'est des mesures directes dans l'atmosphère, on n'est plus dans les bulles d'air. Hein. Et vous voyez qu'on voit cette augmentation exponentielle. Et vous voyez qu'à droite, c'est un agrandissement jusqu'à l'année 2020 ou 22, quelque chose comme ça. Et vous voyez que ça continue d'augmenter de manière très linéaire
avec une petite oscillation été-hiver, parce que l'hiver, il y a plus de chauffage, plus d'émissions, et l'été, il y a la végétation qui pompe un peu. C'est ça qui crée les petites oscillations, mais la tendance, vous voyez qu'on est maintenant à 420 ppm. Hein. Donc on a multiplié par 1,5 la teneur du gaz à effet de serre. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, forcément, on augmente l'effet de serre lié à l'augmentation du CO2. Alors là, vous avez deux diagrammes qui relient finalement cette augmentation à la consommation d'énergie fossile par les hommes que nous sommes, hein, qui aussi s'est fortement accrue aux alentours, vous voyez, 1950-1960, et que cet accroissement, il est très lié à l'augmentation de la population terrestre. Hein. Nous étions 1 milliard quelque part aux alentours de 1900, on est 8 milliards sur Terre aujourd'hui. Hein, donc la corrélation, c'est activité, consommation d'énergie. On brûle du gasoil, on brûle du charbon, et on déforeste. Hein, ce qui est en jaune, c'est la déforestation. Donc, vous voyez cette relation entre augmentation de la population, consommation d'énergie, augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Je ne montre pas le méthane, mais c'est pareil, et l'oxyde nitreux, c'est pareil, c'est les mêmes courbes. Et puis, une donnée très importante, maintenant, qui permet de comprendre pourquoi on en est là, c'est quand vous regardez le revenu sur Terre par habitant, revenu en termes d'argent, hein, et l'énergie consommée, vous avez une parfaite relation linéaire, c'est-à-dire que les pays très développés comme nous, à droite en haut, vous avez les pays développés, hein, vous avez le maximum, c'est le Koweït, Qatar, avec une grosse consommation d'énergie et des revenus très importants, mais nous, on n'est pas très loin derrière. Hein, vous voyez, les pays européens, l'Amérique du Nord, on est des gens qui avons des revenus aisés et on consomme en proportion beaucoup d'énergie. Et à l'autre bout, vous avez des Africains qui n'ont pas de revenus, mais ils ne consomment pas grand-chose en énergie non plus. D'accord ? Donc, pour conclure ce petit intermède, alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'énergie actuellement consommée pour avoir du bien-être sur Terre, à gauche, c'est le bilan terrestre. 84%, c'est du charbon, du pétrole, c'est des combustibles fossiles. D'accord ? En France, on est un petit peu en dessous à cause du nucléaire, hein, mais on est une anomalie au niveau global. Ce qui est important, c'est de voir la figure de gauche. D'accord ? Donc, l'énergie consommée pour se développer, pour avoir du bien-être, eh bien, c'est une énergie carbonée qui renvoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui augmente l'effet de serre de la planète. C'est pour ça que moi j'appelle ça une sorte de piège. C'est un piège qui se referme sur nous, d'accord ? Parce que notre développement, l'accès au confort matériel, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès aux loisirs, elle s'est fait, et elle se fait encore, à travers la consommation d'énergie qui est aujourd'hui encore massivement carbonée. D'accord ? Vous voyez, moi j'ai l'habitude de penser à mes grands-parents qui étaient agriculteurs, qui trimaient dans leurs champs, et qui effectivement n'avaient pas d'eau courante, n'avaient pas tout ça. Donc mes parents, ils se sont développés, etc. Ils n'imaginaient pas, en acquérant du confort et du mieux-être, qu'effectivement il y aurait cet effet boomerang du CO2 qui nous revient en pleine figure. Et c'est un piège, parce qu'effectivement, maintenant les Africains, beaucoup de pays du tiers-monde, eux, ils ont le droit de se développer, ils sont piégés de la même manière que nous. D'accord ? Donc ça montre la difficulté, au jour d'aujourd'hui, des politiques, à trouver des politiques alternatives pour, effectivement, ne serait-ce que respecter l'accord de Paris. Donc je voulais faire cet intermède parce que c'est très important de se plonger dans la difficulté et l'origine du problème ultime. D'accord ? Donc maintenant, on regarde, on a monté la quantité de gaz à effet de serre. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de température ? Donc là, ici, vous avez un diagramme, toujours avec des reconstructions basées aussi sur des reliques, toujours avec les problèmes des glaces, etc. Ou alors là, comme on ne remonte pas très loin, vous avez les écrits, vous avez les dates de vendange, vous avez plein de choses qui permettent de reconstituer les températures, même quand il n'y avait pas de thermomètre ou de mesure. Et donc là, on a normalisé la température par rapport à ce qu'elle était avant 1850. Donc on regarde les différences en plus ou en moins. Et la courbe en marron, qui est en noir, non, la courbe en noir qui est marquée « observé » là-haut, c'est l'élévation de la température qu'on constate sur Terre aujourd'hui, en lien avec ce qu'on disait précédemment, l'augmentation du gaz à effet de serre, les relargages liés à notre activité de ces gaz dans l'atmosphère,
Donc vous voyez, au plan global terrestre, on est aujourd'hui à plus 1,2 degré par rapport à la référence pré-industrielle. Donc la courbe noire, la courbe marron avec une enveloppe marron clair qui colle assez bien à la courbe noire, c'est ce que donnent les modèles climatiques aujourd'hui mis en œuvre, par exemple pour produire les rapports du GIEC. Dans le monde, il y a une trentaine de modèles qui tournent dans plein de pays, États-Unis, France, etc. Et là, ce que vous voyez, c'est le marron, c'est la moyenne de tous les modèles, quand on met les gaz à effet de serre dedans. Voilà. Et l'enveloppe marron clair, c'est les incertitudes. Vous voyez que la moyenne, elle colle parfaitement avec ce qu'on voit. D'accord ? Et vous avez en bas, ce qui est par contre en vert, eh bien, c'est ce qui se passerait s'il n'y avait pas le surplus de gaz à effet de serre lié à notre activité. La température n'aurait absolument pas bougé. Donc, de cette figure, de ce lien maintenant parfaitement, cette reproduction parfaite de ce qu'on voit par les modèles, je pense qu'on peut conclure que la Terre se réchauffe du fait de nos activités, que c'est un fait scientifiquement prouvé. D'accord ? Et donc maintenant, quand vous entendez à la radio des projections dans le futur, avec ces mêmes modèles, qui sont bien calés sur l'existant, qui reproduisent bien ce qu'on observe, bon, ça prend du crédit quand on se projette, et je vais y revenir juste après. Alors, vous avez entendu aussi comme moi, je pense, que 2023, au plan mondial, a été une année record, parce que ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est une courbe qui oscille un peu. Donc quand je disais 1,2, c'était la moyenne. Vous voyez que 2023, c'est un pic vers le haut. Donc 1,45 au plan global. L'accord de Paris, c'est 1,5. 2050, là on est en 2023, on est presque déjà à 1,5. D'accord ? Et puis vous avez entendu comme moi aussi que 2024 est sur la même tendance, et que quand on dit que ça fait... alors on est au plan global, on ne regarde pas notre petit coin de la Chapelle-sur-Erdre depuis 10 jours où il fait un peu frais le matin, on regarde la planète dans son ensemble. Là vous avez des années qui s'accumulent. Alors, vous voyez, c'est répandu janvier-février, c'est les mois de l'année. Et puis en bas, c'est les années plus anciennes, c'est bleu, on était proche en 1900. Et plus on monte vers le haut, plus on chauffe, et plus on se rapproche d'aujourd'hui. Et vous voyez que 2024 est largement au-dessus, les 3 premiers mois sont largement au-dessus du plus qu'on avait observé. Et si on ne voit pas très bien, mais vous verriez que depuis le mois de juin 2023, tous les mois qui se suivent, c'est ce qu'on entend à la radio, sont plus chauds que ce qui n'a jamais été observé. C'était le 10e mois consécutif le plus chaud jamais observé. Donc vous voyez, c'est comme s'il y avait une accélération à voir. C'est une expérience grandeur nature, le réchauffement climatique. On va le vivre en direct, tout ce qu'on en est. Mais tout ça pour dire que Mars, c'est 1,68 degrés C, c'est-à-dire qu'on est au-delà des accords de Paris à 1,5. D'accord ? Donc ça chauffe. Ça chauffe très fort, et puis deux petits éléments encore au niveau de l'augmentation des températures. Donc là, jusqu'à présent, on parlait de température moyenne globale du globe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le globe ne se réchauffe pas de la même manière partout, et sur comment on appelle ça, ce globe à droite là, ce qu'on voit, c'est que ça se réchauffe plus vite au pôle nord, plus vite au pôle nord que dans la région équatoriale. Au pôle nord, c'est pas 1,12, c'est plus 3 degrés. Et que la France, elle se situe en gros à mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord. Et donc on se réchauffe plus que la moyenne. C'est plus 1,7 en France. Là, j'ai mis juste les courbes de température de Rennes. Et c'est pareil, on a eu une accélération depuis les années 60 où on a gagné les 1,7 degrés. En fait, c'est récent. C'est assez récent. D'accord ? Pourquoi ça chauffe plus au nord? C'est facile, c'est parce qu'il y a plus de continents, il y a moins d'océans, les océans sont plutôt, vous voyez, dans l'hémisphère sud, et l'océan a une capacité, un effet tampon thermique que n'ont pas les continents, se réchauffent beaucoup plus rapidement. Plus la fonte des glaces qui fait que vous passez d'un corps blanc qui réfléchit la lumière à un corps noir qui l'absorbe. Donc les deux couplés, ça explique pourquoi ça se réchauffe beaucoup plus vite au pôle nord qu'à l'équateur. En France, 2024, c'est 2,1 degrés au-dessus de l'ère pré-industrielle. Tout à l'heure, on a vu 1,68 au point global.
Donc on garde notre différentiel. Donc l'Europe de l'Ouest et la France se réchauffent plus vite que le globe moyen. Et la dernière chose très importante, pour moi c'est quasiment le plus important du réchauffement climatique. Comme je disais tout à l'heure, quand on ford dans les glaces, qu'on remonte 400 000 ans en arrière, comme en bas à gauche, vous reconstituez les températures et vous reconstituez les cycles glaciaires interglaciaires qu'on a tous appris à l'école. Hein, et que vous êtes actuellement, on vient de terminer la dernière période glaciaire, et vous voyez le réchauffement qui nous amène à notre période actuelle. Vous voyez que la montée en température, c'était au point global, c'est 10 degrés. Hein, donc vous allez me dire, 1,68, ça va, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans les mêmes échelles, mais où c'est assez intéressant, c'est comme à partir de cette reconstitution, vous pouvez calculer le temps qu'il a fallu pour aller de -10 à 0 derrière la glaciation. Donc vous calculez une vitesse de réchauffement, d'accord ? Et vous pouvez comparer avec notre courbe à nous, qu'on est en train de vivre actuellement, qui est en haut à droite, hein, qui est cette montée extrêmement rapide des températures, et vous arrivez à que ça se réchauffe actuellement plus vite, 40 fois plus vite que ça s'est réchauffé pendant la dernière interglaciation. D'accord ? Donc j'insiste, la Terre se réchauffe, elle se réchauffe à une vitesse qui n'a jamais été observée dans la période récente. D'accord ? On pourra discuter des implications par la suite. Bon voilà, donc ça explique bien pourquoi notre secrétaire général des Nations Unies l'an dernier a dit pour le nom, secrétaire général. Donc c'est moi qui vais parler, je peux parler fort. Hein. Il y a un problème technique. Bon, vous vous rappelez peut-être de ça, il a dit on rentre dans l'ère de l'ébullition. C'est-à-dire que pour lui, on est en train de passer un cap où effectivement la machine thermique terrestre s'emballe. On pourra revenir sur ces sujets-là par la suite, si vous voulez. Alors, quelles connaissances pour la... Merci. Quelles conséquences pour la ressource en eau ? Alors, les mêmes modèles climatiques, on peut les faire travailler à prédire l'évolution des précipitations. Et là, vous avez une série de simulations pour l'Europe de l'Ouest. Vous voyez, il y a 33 modèles à gauche. Alors, c'est différentes simulations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un grand nombre de modèles, toujours pareil. On fait des moyennes, on a des incertitudes. Alors ce qu'on voit, c'est que quand c'est en vert, Europe du Nord, c'est plus de pluie. Quand c'est en marron, c'est la zone méditerranéenne, c'est moins de pluie. Vous ne voyez pas bien les échelles, mais quand le marron foncé, c'est moins 30%, et le vert foncé, c'est plus 30% de pluie. Vous voyez que la France, notamment la partie ouest de la France, qui est le carré rouge, on est dans une zone intermédiaire d'incertitude. On ne sait pas si on va basculer au niveau annuel vers plus ou vers un peu moins. Bon, admettons qu'on reste sur l'année à la même quantité de pluie. Par contre, les mêmes modèles où ils sont d'accord, c'est l'été. L'été, c'est beaucoup moins de précipitations. Vous voyez, on est en marron. Il y a différents modèles, mais j'insiste pas. On est en marron. On est bien en marron dans la partie Europe de l'Ouest et France et ouest de la France notamment. Et là aussi, vous voyez, alors là on a des échéances un peu lointaines, hein. 2100, c'est pas demain, mais on est dans du moins 30% en été. Donc le scénario devant nous, c'est peut-être autant de précipitations sur la période annuelle, mais des étés relativement secs. Et c'est là que l'été 2022, qu'on a connu il n'y a pas très très longtemps, que vous avez ici marqué dans un graphique où là c'est verticalement c'est les précipitations et là c'est la température. Vous voyez que 2022, alors là c'est l'été, hein, c'est juillet-août, c'était à Brest. C'est quasiment 0 mm de pluie à Brest en août 2022. Hein, donc vous voyez, on est bien vers le bas. Vous voyez qu'on était au même pour les anciens comme moi, on était au même niveau que 76, qui était une année fameuse d'un point de vue sécheresse. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est le décalage en température, hein, notre fameux 1,7 degré en plus, on le voit très clairement. Et donc, dans ce graphique-là, on a fait une simulation des années passées, c'est les points bleus, ce qu'on a vraiment observé, hein, et puis le futur, hein, ce que les mêmes modèles climatiques nous prédisent pour le futur des étés à Brest, d'un point de vue température et d'un point de vue humidité. Alors, ce qu'on voit, c'est que le passé, on était relativement
À gauche, bon, plutôt frais, et puis pas mal de points dans le carré en haut à gauche, humide. Hein, et on voit que pour le futur, eh ben, les points, ils sont plutôt dans le carré de 2022. D'accord? Même, alors évidemment, avec des températures beaucoup plus élevées. Donc finalement, sur ces considérations-là, statistiquement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des étés avec un peu de pluie comme 2023 où il n'a pas fait si... Il y a eu de la pluie en juillet, par exemple. Mais statistiquement, on va vers du plus chaud et du plus sec, hein, clairement, en été. Et où c'est très... Oui, et il faut avoir ça en tête, parce que je n'ai pas parlé jusqu'à présent des projections en température, mais on peut dire que c'est d'autant plus vrai que les trajectoires sur lesquelles on est en ce moment d'émissions de CO2, on continue d'en émettre au plan mondial, on est sur cette trajectoire-là, c'est-à-dire que 60 milliards de tonnes d'équivalent gaz à effet de serre par an. Vous voyez, les accords de Paris, c'est ça la trajectoire qui devait nous envoyer à 1,5 degré et à la neutralité carbone en 2050. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec toutes les politiques qui sont mises en place à travers les différentes COP, on est complètement loin de cette trajectoire-là et qu'on est sur une trajectoire où on est toujours sur un scénario où on continue d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Notamment pour les raisons que les pays du tiers-monde se développent. Eux aussi veulent acquérir du bien-être comme nous on en a acquis, et ils sont comme nous, ils sont coincés avec le fait que l'énergie disponible, facilement utilisable, c'est encore et toujours une énergie carbonée. D'accord? Voilà. Donc, et ça nous envoie, vous voyez, en 2050, au plan global, 2,8 degrés. Et comme la France se réchauffe plus, hein, et ben, vous voyez à droite les prédictions pour la France en température. Sur ce scénario global de continuité d'émissions, même si en France on arrive, nous, à être neutre, point de vue carbone, évidemment on pèse 1% du total actuel des émissions. Même si on fait le cumulé du passé, on pèse beaucoup plus lourd. D'accord? Et bien ça continue. Et donc vous êtes sur une trajectoire pour la France à 4 degrés à l'horizon 2100, à 3 et quelques à l'horizon 2050. Toujours notre différentiel par rapport au global. D'accord? Donc, les étés secs et chauds de 2022, dans le scénario d'évolution du climat et des températures, ils sont évidemment devant nous. Voilà, on pourra reparler de tout ça après. Hein. Un point très important, c'est que même s'il pleut, comme ça chauffe plus, hein, bon, l'eau s'évapore davantage, évidemment. Donc même si on garde la même quantité pour l'eau, maintenant j'attaque la ressource en eau, même si on a la même quantité de pluie annuelle, même l'hiver, comme on est en surplus de température, hein, et bien évidemment on évapore. Donc ça veut dire que la pluie, ce qu'on appelle la pluie efficace, c'est-à-dire la pluie qui reste liquide dans le sol et qui alimente les nappes, ben, si vous augmentez la température, cette fraction de pluie dite efficace, mathématiquement, elle diminue. En gros, on estime que pour 1 degré d'augmentation de température, il y a 7% d'eau en plus dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la demande évapotranspiratoire de l'atmosphère augmente. Donc vous avez plus d'eau sous forme de vapeur et moins d'eau sous forme liquide disponible pour la réalimentation des nappes. D'accord? Donc c'est ce qui se produit là. Il y a moins, plus équivalente. De toute façon, puisque ça augmente la température augmente, on va vers moins de pluie dans le sol et dans les nappes, quoi qu'on fasse. Et donc, un risque d'accroissement, accroissement des risques de sécheresse, agronomique, c'est-à-dire la sécheresse du sol, qui est quand même utile. L'eau du sol, c'est quand même fondamental pour la production agricole, et hydrologique, c'est-à-dire l'eau des nappes et l'eau des rivières. D'accord ? Quelques illustrations de ça. Donc ça, c'est des données Météo France qui illustrent l'accroissement de la quantité de sol sec par an, la surface des sols qui subissent des sécheresses agronomiques. Donc on reconnaît nos années, disons, champions, comme 76 ou plus récemment 2022, hein, où on a une sécheresse qui est extrêmement forte et qui gagne la France entière. Mais ce qu'on voit, c'est la courbe en rouge, que de manière un peu endémique, si vous voulez, et annuelle, on est sur une trajectoire où, annuellement, il y a de plus en plus de fractions de sol sec en France, hein, depuis 1960. Donc ça, c'est la traduction.
le début de traduction de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire la montée en température diminue la quantité de pluie efficace. Là, on regarde le sol, hein, si on regarde l'humidité du sol, donc là vous avez sur une courbe annuelle d'humidité du sol. Bon, en général, les sols sous nos latitudes, ils sont plus humides en hiver, janvier-février, ou en automne et plus secs en été. Là, vous avez pour des données Météo France sur la moyenne d'humidité des sols en France pour la période, vous voyez, de référence qui est ici 60-90. Les records humides, bon, l'hiver qu'on a vécu là, ça pourrait rentrer dans cette catégorie. Les records secs, en bas, c'est 2022, 2021, 2022. Et la moyenne, hein, voilà ce que donne 30 ans de moyenne de données compilées. Et les modèles, disons, climatiques pour le futur, en termes de moyenne, vous voyez, pour la période 2025-2050, si on reste sur cette trajectoire à 4 degrés, et ben la moyenne elle commence à se rapprocher des plus secs qu'on a vécu par le passé. Et si on continue d'aller plus loin encore dans le futur, et ben là, pour le coup, la moyenne devient ce qu'on a connu jusqu'à présent, ce qui étaient les années hyper sèches. C'est la conséquence du phénomène énoncé précédemment, c'est qu'il y a moins d'eau efficace pour recharger l'humidité du sol, y compris en hiver. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est manifeste sur ces données sol. Il y a aussi des modèles de prédiction d'évolution des débits des cours d'eau. Bon, bah, c'est une autre conséquence. Il y a moins d'eau dans le sol, moins d'eau dans les nappes. Il y a évidemment moins d'eau aussi disponible pour l'écoulement. Donc là, vous avez l'évolution des débits en France, horizon 2070. C'est encore assez loin, mais c'est quand même des horizons vers lesquels on va. Vous voyez à droite l'été, ben, on est dans des baisses de débit de l'ordre de moins 35% dans nos régions et moins 50% dans la partie sud de la France. Et vous voyez qu'à gauche, même en hiver, hein, on s'attend à des baisses de débit, sauf dans la partie est-nord-est, pour la raison qu'on n'est pas loin de la zone en vert du début où il y a plus de pluie au global, donc je vous montrais tout à l'heure. Mais dans la Bretagne, vous voyez, on prédit un peu moins d'eau dans les rivières en hiver, tout simplement parce qu'il y a moins d'eau dans le sol, vous allez moins recharger vos nappes. Hein, c'est des effets en cascade un peu cause à effet linéaire quasiment. Ouais. Alors quels impacts maintenant sur les usages de l'eau? Vous allez me dire, vraiment, parce qu'on a des usages, l'agriculture, l'eau potable, les loisirs si on veut, etc. Les aménagements, le tourisme, l'accroissement de la population, l'industrie qui consomme de l'eau, comment ça nous impacte déjà et comment ça va nous impacter dans le futur. Les impacts ont commencé, on va voir que ce que je vais vous montrer, il y a des choses qui sont ancrées dans le présent, qu'on a déjà vécu, notamment en 2022, et qu'on vit de manière de plus en plus récurrente. On va reparler tout à l'heure des cyanobactéries dans l'herbe. C'est une manifestation claire et nette de ce déséquilibre climatique qui nous emmène vers des eaux beaucoup plus chaudes. Voilà, donc là il y a deux choses à avoir en tête pour la Bretagne et la Vendée et la Loire-Atlantique, c'est qu'on est sur un vieux socle cristallin, ça aussi on a pris ça à l'école, hein, le massif armoricain, c'est des granites et des schistes, c'est pas du calcaire, donc il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sous-sol, parce que c'est granit schiste, c'est assez imperméable. Donc notre alimentation en eau potable, elle dépend beaucoup, dans l'ouest de la France, des ressources superficielles, de barrages, de rivières, qui se renouvellent annuellement. D'accord ? Hein, il pleut l'hiver et l'été, vos barrages sont remplis et vous pompez dedans l'été. Vous voyez, pour l'eau potable, la dépendance, vous l'avez en chiffres à droite. Pour la Bretagne administrative, c'est en gros 73%, 75% de l'eau potable qui provient de réserves superficielles. Pour la Loire-Atlantique, c'est 85%. D'accord ? C'est pas des nappes, c'est pas des forages profonds, c'est de l'eau superficielle. D'accord ? Donc ça, c'est une donnée fondamentale spécifique un peu à notre région. Et la deuxième donnée, c'est que quand vous regardez la pluviométrie en France, vous voyez effectivement dans l'ouest que les monts d'Arrée, le nez de la Bretagne, c'est assez arrosé. Mais vous voyez tout de suite que l'axe Saint-Malo, La Roche-sur-Yon, c'est pas très arrosé, hein, c'est de l'ordre de 600 à 700 mm, pas plus. Et regardez le massif, le bassin aquitain, même l'arrière-pays méditerranéen, c'est les mêmes quantités de pluie, sauf que nous, ça tombait jusqu'à présent toute l'année, hein, pas à travers quelques gros orages, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Pas tant d'eau que ça, déjà,
sur place, c'est-à-dire que dès qu'on a un problème d'hiver où il ne pleut pas, on est tout de suite en tension en Bretagne sur les questions d'alimentation en eau. Donc, tout de suite. Ça, c'est 2024, et c'est exactement ce qui s'est passé en 2022, on en parlait tout à l'heure, hein, parce que quand on regarde 2022, où en août, tout l'ouest de la France était en restriction, en alerte et en restriction, et ben quand vous regardez, là c'est la pluviométrie à Rennes à gauche, là, donc moins, on est en dessous de la normale, 0 c'est la moyenne, et puis au-dessus, voilà, et on voit que en 2022, la sécheresse qui avait connu son maximum en août, hein, avec 0 mm, comme je disais tout à l'heure, pratiquement à Nantes, à Rennes, à Brest, eh bien, elle avait commencé bien avant, parce que tous les mois précédents, hormis novembre, vous voyez, étaient largement en dessous de 0. Donc il n'avait pas plu pendant l'hiver 2021-2022. D'accord ? Et donc c'est ça qui a créé le problème, parce que les barrages étaient moyennement bien remplis, et donc dès qu'il s'est mis à faire chaud l'été, plus de pluie, évaporation, et bien vous êtes tout de suite en tension. En l'ouest de la France, c'est clair et net. On voit que cette année, évidemment, les producteurs d'eau se réjouissent, parce qu'il a beaucoup plu, effectivement, notamment au printemps, mars, voilà, et les barrages sont pleins. Hein. Donc là, quand on gère l'eau potable, on se dit normalement ça va passer. Hein. D'accord ? Mais on voit que il ne faut pas grand-chose pour qu'on soit en crise déjà sur nos caractéristiques propres. Pas beaucoup de pluie à la base et des sols imperméables. Et une autre donnée importante, c'est que la consommation d'eau en Bretagne augmente, dans l'ouest de la France augmente. Parce qu'on est une région attractive. Et on va l'être de plus en plus quand les gens vont venir se mettre au frais, hein, en Bretagne. Et donc, quand on regarde les volumes d'eau prélevés pour l'eau potable, ils augmentent régulièrement. Plus 7%, vous voyez, en 30 ans, 18% pour l'usage agricole. Hein. Donc on a une demande en plus qui augmente. D'accord ? Donc évidemment, il y a des tensions à prévoir, hein, sur ce fameux bien commun eau, et il y a des questions de partage qui sont devant nous, hein, mais qui sont commencées. Encore une fois, on a bien vu qu'en 2022, le stress de juillet, avec les interdictions, voilà, les arrêtés, etc., comme les gens commençaient à se regarder. Toi, tu n'as pas vidé ta piscine, toi, tu continues de vouloir laver ta voiture, etc., etc. On sentait déjà une observation des uns et des autres, hein, sur cette question de l'eau. D'accord ? Alors, les tensions, je vais donner quelques petits exemples. Elles sont connues de la part des gestionnaires, hein, ils ont bien les chiffres en tête maintenant. Ça, c'est l'alimentation de Rennes en eau potable. À Rennes, il y a un gros barrage qui s'appelle la Chaise, 14 millions de mètres cubes. C'est une des 3 principales sources d'eau de Rennes qui est toute de l'eau de surface, sauf pour 10% des drains souterrains. Mais il y a un autre gros barrage à Refemelle. Et là, à droite, vous avez l'évolution du remplissage de ce bassin, vous voyez, jusqu'en 2040. Alors, c'est ce que je disais. Donc, là, vous êtes plein. Hein, donc, là, c'était le passé. Vous remplissez votre barrage d'hiver et puis vous le videz en partie l'été en pompant dedans. Donc vous avez cette courbe de niveau, cette sinusoïde. Hein, et vous voyez que là c'est les modélisations. Alors en rouge c'est le scénario à 4 degrés présenté tout à l'heure. En bleu c'est le scénario plutôt 2 degrés là. Et vous voyez que dans un futur qui est très proche, le remplissage du barrage n'est pas garanti. Et plus on s'éloigne, plus on va dans le temps, moins cette garantie est obtenue, hein, et notamment pour le scénario à 4 degrés, on finit par plus remplir le barrage du tout. D'accord ? Donc ça, les gestionnaires de l'eau à Rennes, ils ont ça c'est eux qui ont commandité l'étude, hein, donc ils savent très bien qu'ils sont en tension dès maintenant sur la ressource. À Nantes, vous avez une alerte en 2022 hein, sur le problème de remontée d'eau de mer, du bouchon vaseux pratiquement à votre usine là, en amont de Nantes, hein, qui était simplement lié au fait que le débit de la Loire était tellement faible que la marée remonte pratiquement à l'endroit du pompage pour produire de l'eau potable. Hein, donc, vous voyez, sécheresse et grande marée menacent l'eau de robinet à Nantes. Ça, c'était la situation 2022. Bon, si on reprend ce que je disais tout à l'heure avec la baisse des débits des cours d'eau,
Donc la crise de 2022 sur la crise de débit de la Loire, elle est devant nous, hein, a priori. Elle n'est pas derrière nous. Donc c'est un risque, je pense que les gestionnaires à nouveau de Nantes, ils ont ça en tête. Alors cette histoire de tension sur l'eau, elle n'est pas que l'eau du robinet. Comme je disais tout à l'heure, elle pose des questions, des enjeux touristiques, des enjeux démographiques, des enjeux d'aménagement. Hein. Et là j'ai deux exemples. C'est en 2022, côte nord de l'Ille-et-Vilaine, région de Saint-Malo, Dinard. Vous voyez, le barrage il était quasiment vide, pour Ruffier, là, c'est à droite. Hein. Et on était à 15 jours que le préfet des Côtes-d'Armor produise un arrêté d'interdiction de fermer les robinets. C'est passé à 15 jours. D'accord ? Donc la tension, et donc ça pose vraiment des questions, parce que les touristes, ils viennent l'été, ils vident la retenue, je caricature, hein, et après ils s'en vont. Sauf que, en général, le problème pour passer l'hiver, comme on dit, c'est les mois de septembre, octobre, novembre, quand il n'a pas encore commencé à pleuvoir, et que vos retenues sont vides. Mais là, les touristes sont partis. Donc la question de faire payer plus cher l'eau, l'été aux touristes et moins cher, machin, etc., c'est des sujets qui commencent à être sur la table des élus dans ces secteurs-là. D'accord ? Et puis, vous avez peut-être entendu parler de l'usine Bridor près de Rennes, hein, les usines agroalimentaires qui consomment beaucoup d'eau. Bah, maintenant, ça devient des critères pour dire non, on n'installe pas. Voilà. Donc on est face à des enjeux, alors avec des conflits entre les gens sensibles qui disent non, on ne veut pas cette usine, et les autres qui font le chantage à l'emploi en disant mais vous n'avez quand même pas laissé partir l'usine Bridor, c'est 400 emplois, c'est un scandale, etc. Vous voyez les tensions, comment elles émergent. Hein. Donc ça, c'est devant nous. D'accord ? J'en ai plus pour très longtemps. Comment on fait pour s'adapter ? Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais ce que les élus trouvent pour l'instant, c'est de la tuyauterie, hein, c'est-à-dire qu'on relie entre elles les grandes ressources. En Bretagne, hein, vous avez des tuyaux qui parcourent la Bretagne. Vous, c'est pareil, hein, on fait même passer de l'eau sous la Loire pour alimenter le sud, etc. En se disant, on va bien avoir une retenue, hein, sur laquelle on va pouvoir tirer. Hein, et donc, c'est un des principaux leviers, c'est l'interconnexion. D'accord ? Alors évidemment, il y a aussi des stratégies pour convaincre les gens de moins consommer, etc. Il y a la question du prix de l'eau, hein, c'est-à-dire un prix progressif. C'est-à-dire vous payez plus cher quand vous consommez plus. C'est des questions. Ça, c'est débattu dans les conseils municipaux. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui participent à ces débats-là, mais vous devez les connaître. Et c'est devant nous. Ces débats-là, ils sont devant nous, hein, c'est clair. Alors, tension sur la qualité. Bon, on a parlé de la quantité, là, jusqu'à présent. Maintenant, on peut parler de la qualité. Alors, la qualité, le problème, il est très clair. Plus de chaleur, plus de lumière, moins d'eau, donc moins de courant. Donc, les rivières deviennent des lacs. Hein. Et comme en Bretagne, on a quand même pas mal de nitrates dans l'eau, c'est-à-dire de quoi nourrir les plantes aquatiques, et pas mal de phosphore aussi, et ben on a des problèmes devant nous, mais qui sont là, hein, c'est-à-dire des algues toxiques qui prolifèrent, hein, l'été. L'erdre, là c'est un petit article de journal de 2023. Comme je disais, moi j'étais déjà là en 2000 et quelques, 2010, on disait tout à l'heure. Je travaillais sur la plaine de Mazerolles, il y avait déjà des cyanobactéries. 2000 ? Ouais, 2000, voilà. Ouais, c'est ça. Donc ce problème, il était à l'époque un petit peu chaotique, mais maintenant, si j'ai bien compris, les cyanobactéries, c'est tous les ans, avec interdiction de baignade, interdiction d'usage nautique, etc. Donc ça, c'est devant nous, pareil. Les plantes invasives. Oui, c'est sûr que c'est un peu désespérant. Non, mais il n'y a pas d'espoir, mais moi, si, on en a, il faut en avoir un peu d'espoir, mais la situation... Il faut avoir la conscience des choses. Oui, il faut avoir la conscience. Après, on va essayer de faire émerger de l'espoir, quand même. Ça, c'est toutes les plantes de nos aquariums qui ont basculé par ces aquariums. C'était des plantes exotiques qu'on retrouve maintenant dans les cours d'eau et dans les lacs. La jussie, l'élodée, je ne sais plus comment elle s'appelle, dense, voilà. Et ça, c'est à côté d'où je travaille, à Rennes, la plaine de Beau, là, la Vilaine, base d'entraînement de l'équipe de France d'aviron et machin. Ils peuvent même plus passer en aviron l'été parce que, vous voyez, on voit plus haut, c'est rempli de plantes invasives, on va dire. Hein. Alors,
tous les ans maintenant, ils viennent comme moissonner, on appelle faucarder. Hein. On essaye d'arracher tout ça, mais comme c'est implanté dans la vase, c'est toujours là, le coup d'après, ça revient. Mais ça, c'est lié au fait que cette année, c'était 2022, donc plus de courant, c'est plus une rivière. Hein. À ce moment-là, la Vilaine, c'est un petit marigot, c'est de l'eau stagnante, et puis de la température et de la lumière, quoi. Donc là, les plantes exotiques, elles adorent. Hein. Plus les nitrates et le phosphore agricoles, c'est super. Je continue le tableau désespérant. Hein. Allons-y. Sur la qualité de l'eau, ce qui est sûr que le problème qu'on va avoir, c'est que l'été, vous n'aurez plus de dilution des rejets de stations d'épuration par de l'eau. Il n'y aura plus d'eau dans les rivières, quasiment. Il y a certains cours d'eau où l'été, c'est la station d'épuration qui fait le débit. Déjà. Donc vous imaginez qu'à partir de là, il faut que vos rejets soient de super qualité. Or, nos rejets de stations d'épuration, notamment dans les petites communes rurales, avec du lagunage, etc., c'est loin d'être de bonne qualité. D'accord ? Et donc cette histoire de faire émerger l'été des polluants, des micropolluants qu'on ne voit pas l'hiver parce qu'ils sont dilués, mais qui deviennent à ce moment-là extrêmement importants en concentration, donc leurs effets délétères sur l'écosystème, etc., vont être activés par la haute concentration. Ben, vous avez à droite, par exemple, le cas de la Meuse, où on voit une concentration... Ah oui, le carbamazépine, c'est un antiépileptique, je crois, un médicament, quoi, hein, que des humains utilisent, que habituellement, quand le débit de la rivière est important, ben, on ne voit pas, hein, il est dilué. Et puis là, vous voyez, quand le débit d'été il diminue, ben, le débit, là, à ce moment-là, vous détectez la molécule dans l'eau en concentration importante. Vous aurez en mai comme un truc sur une intervention sur la qualité de l'eau, vous verrez ce problème-là, et vous verrez que maintenant, comme il y a beaucoup de choses dans l'eau, en quantité faible, ben, dès que vous diluez plus, et ben, vous voyez ça, et ça c'est devant nous aussi, donc des problèmes de gestion des rejets, et des investissements lourds sur les équipements pour rejeter une eau de bonne qualité. Ça c'est pareil, c'est sur la table des élus. Bon, on continue, hein, vous n'êtes pas fatigué. Non, mais c'est bon, il faut faire le tour d'horizon. Il faut penser aux écosystèmes aquatiques, parce que comme on est très anthropocentré en général, dès on regarde l'eau au robinet, on oublie les animaux qui vivent dans les mares et tout ça. Ben, 2022, pareil, ça a été une année avec beaucoup d'assecs de petits ruisseaux. Hein, c'est-à-dire que là, c'est un observatoire par l'OFB qui regarde il y a une centaine de points de mesure sur des petits cours d'eau et la proportion de petits cours d'eau à sec. En 2022, vous voyez, la barre, il y avait plein de cours d'eau qui étaient à sec en fait, hein, parce qu'il n'y a plus d'eau, hein, pour les raisons énoncées tout à l'heure. Et là aussi, on a un problème dans l'ouest de la France, c'est que pour les mêmes raisons qu'on a beaucoup de schiste, on est peu imperméable, qu'on n'a pas beaucoup d'eau déjà à la base, et ben on est une région de France où déjà, avant le réchauffement climatique, c'est en rouge ici, on avait déjà des étiages, qu'on appelle des étiages, des débits d'été qui sont bas, assez bas. Les cours d'eau n'ont plus beaucoup d'eau l'été, naturellement en Bretagne. Et ça se voit très bien même à l'échelle française, vous voyez cette bande La Roche-sur-Yon-Saint-Malo en rouge là, on est les records de France des étiages. Donc on a à nouveau, intrinsèquement, une configuration dans l'ouest de la France qui nous rend particulièrement vulnérables, qui rend les écosystèmes particulièrement aquatiques particulièrement vulnérables. Donc je passe, toujours pour pas déprimer complètement, mais là, si on fait le tableau, si on se met à la place de l'animal ou du poisson ou machin, il subit plus d'oxygène, plus d'eau, des polluants en concentration plus élevée, la végétation, il est envahi de plantes machin, il n'y a plus d'eau, il y a des mares, il n'y a plus de continuité, enfin, donc j'en passe, c'est des meilleurs, donc c'est pas terrible. Alors là, il y a des stratégies d'adaptation, hein, quand même, les gens ne font pas rien. Bon, par exemple, on essaye de recréer actuellement, on met beaucoup d'argent pour recréer du méandrage dans les cours d'eau, hein, pour éviter que l'eau s'en aille à toute vitesse, recréer de la diversité dans les écosystèmes aquatiques. Ça, c'est une solution. Hein.
Vous savez aussi que les centrales nucléaires en France nous permettent d'émettre moins de gaz à effet de serre. On commence la fâcheuse habitude de rejeter de l'eau chaude. Donc par rapport à ce que je viens de dire, ça en rajoute. Et vous savez qu'en 2022, on était prêt aussi d'avoir des problèmes de rejet. Il a fallu augmenter les sols pour continuer à produire du nucléaire. Hein. D'accord? Enfin voilà, donc on pourra discuter. Je termine par l'agriculture. Hein, parce que clairement, c'est une activité qui est très présente dans l'ouest de la France. Hein, je ne sais pas si vous avez des agriculteurs ici présents. Alors eux, ils sont en première ligne de tout ça. Hein, ils vivent ça. Non seulement ils le vivent, mais en plus, je pense que eux, ça les inquiète parce qu'il y a plus de 2 années qui se ressemblent. Et puis les coups de chaud, par exemple, c'est extrêmement difficile. Sur la ressource en eau, bon, on n'est pas une région de grande irrigation. Hein. Néanmoins, on a de l'élevage et les animaux s'abreuvent. Là, par exemple, il y a un travail qui a été fait dans les départements bretons. En gros, l'agriculture, c'est un gros tiers des prélèvements, principalement pour l'abreuvement de l'élevage. Alors avec des forages et avec aussi un report sur les réseaux d'eau publique quand le forage est tari. Et donc là aussi, les touristes, il y a les touristes et les vaches, si vous voulez. Donc l'été, vous avez les touristes qui arrivent et qui veulent boire, et les vaches qui ont plus d'eau dans les puits et elles veulent, on leur met l'eau du robinet. Donc il faut choisir entre les vaches et les touristes. Voilà. Bon, voilà. Bon, je passe sur les pertes de rendement de l'été 2022. Hein, c'est quand même des chiffres. Les agriculteurs, c'est des gens, ils sont à la tête quand même d'entreprises, hein, quelque part. Donc voilà, eux, ils subissent de plein fouet ces affaires-là. Ça se traduit pour eux en perte de chiffre d'affaires. Voilà, quoi, c'est quand même pas évident. Et donc, c'est ce que je disais. Il y a devant nous des conflits d'usage. Ils sont déjà là. Hein, comme je disais tout à l'heure, en rigolant, je parle des vaches et des touristes, mais on voit bien que ça peut être un conflit d'usage. Le choix entre le touriste qui a pompé machin, ça c'est les usines agroalimentaires qui consomment de l'eau. Hein. Donc les aménageurs, les élus, etc. C'est évident qu'il y a des choix, il va y avoir des choix difficiles à faire. Bon, les stratégies, j'insiste un peu sur l'agriculture parce que c'est important. Bon, les stratégies, c'est comme pour les humains, hein, c'est une gestion raisonnée. Hein. Bon, faut apprendre aux vaches à boire moins. Il faut pas se précipiter sur l'irrigation. Il faut essayer de pas de fuite en avant sur l'irrigation parce que l'eau, on ne sait pas si demain il y en aura. Donc, c'est pas la peine de se mettre dans des dynamiques où on parie sur une ressource hyper abondante. Hein, c'est complètement... ça veut dire que c'est pas se préparer au futur, quoi. L'idéal, ce serait de remettre des paysages avec ce qu'on appelle de la rugosité, recréer des haies, des choses comme ça, parce que ça retient l'eau quand même. Hein. Quand vous avez des champs comme ça, évidemment, l'eau, elle fout le camp tout de suite. Hein. Alors vous voyez, il y a des choses très sympas, hein. Des parcelles où on fait des choses qui suivent les courbes de niveau. Ça s'appelle l'hydrologie régénérative, c'est-à-dire qu'on essaye un peu sur des modèles d'Afrique du Nord où il y a des espèces de fossés qui collectent l'eau, etc. Hein. Évidemment, ça c'est très rentable économiquement, industriellement. Voilà. Ça c'est du temps humain, voilà. Donc je vous laisse juger des paysages que vous voyez, de savoir si on va plutôt vers là ou plutôt vers là. Mais ça, c'est un vrai débat. Hein. Bon, les agriculteurs ne sont pas fous non plus. Là, ils raisonnent beaucoup sur les prairies. Ils jouent sur les variétés. Il y a des variétés qui ont moins besoin d'eau que d'autres, etc. Donc il y a beaucoup de travaux actuellement pour gérer ce manque d'eau qui est devant eux. Hein. Alors après, il y a aussi la sempiternelle question, on va peut-être la voir tout à l'heure en débat, hein, des réserves d'eau. Hein. Bon. Les bassines, elles sont là, hein. C'est le pompage, on pompe dans la nappe l'hiver, soi-disant ça fait rien, et l'été on restitue. Hein. C'est ça une bassine. Alors, vous voyez, il y a plein de. Alors il y a des trucs qui sont un peu plus soft, dont on pourra être plus petit.
Et, et moi qui suis pas mal en contact avec les agriculteurs, j'entends aussi leurs demandes, notamment quand ils produisent des légumes, hein, des haricots verts, etc., de plein champ, il faut de l'eau. Donc il y a peut-être des compromis, il y a peut-être des contrats à passer avec de la capacité quand même pour certains types de cultures à imaginer des systèmes de collecte d'eau hivernaux quand c'est possible avec des impacts limités. Je ne vous embête pas sur les stratégies d'adaptation, c'est ce que je viens de dire, résumé. Il y a 2 grands programmes qui se terminent côté agriculteur en ouest de la France, en Bretagne et en Pays de la Loire. Donc il va sortir des résultats sur ces questions-là. J'arrive à mes conclusions. Donc voilà, le réchauffement du climat va accroître très fortement le risque de sécheresse dans l'ouest, avec des risques importants, alimentation potable, etc. Pour les raisons qu'on est une région déjà structurellement qui est sensible, hein, pour les raisons de socle granitique, de pas trop d'eau à l'est, d'étiage très prononcé déjà naturellement. Hein, donc l'est de la région et la région nantaise et la Vendée, parce que c'est tout l'axe Saint-Malo, La Roche-sur-Yon, qui est particulièrement menacé, hein, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Alors les conflits d'usage, on les a évoqués en souriant, hein, mais c'est évident que j'aimerais pas être trop politique décideur. Et puis l'agriculture, bon, qui est une activité économique importante et historique de la Bretagne, bah, elle va devoir s'adapter très fortement avec, elle aussi, des choix qui peuvent être assez drastiques. J'espère que je vous ai convaincu que l'élévation de la température, c'est l'ennemi numéro 1. Hein, quand même, on a bien vu. C'est ça le problème de base. Bon, on reviendra sur le pourquoi de ça, mais c'est clair que c'est ça, et que la priorité des priorités, ça reste la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec cette difficulté qu'on n'est pas tout seul sur la planète. Il faut que tout le monde aille dans le même sens et qu'il y ait une équité de répartition de l'effort entre les pays riches que nous sommes et des pays pauvres qui adhèrent à être des pays développés. D'accord ? Et c'est pas condamnable. Ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que dans les accords si vous suivez les COP, il y a beaucoup de cette histoire de dédommagement des pays riches aux pays pauvres. C'est exactement ce sujet-là. Hein. C'est-à-dire que la répartition, c'est avoir un futur qui soit juste. Voilà. Je vous mets 2 auteurs que j'aime bien, personnellement. Il y en a un qui est décédé, c'est Renaud Latour, avec un bouquin que je vous conseille, un tout petit bouquin, Où atterrir. Excellent. Et puis Edgar Morin, vous connaissez sans doute, il va avoir 103 ans, je crois. Il a écrit un bouquin qui s'appelle, dont un de ses bouquins, c'est La Voix, il parle de ces sujets. Et j'insiste sur le fait qu'on vit une époque extrêmement compliquée, hein, pour les raisons que j'ai énoncées ce soir. Et comme le disait M. Latour à gauche, aucune société humaine n'a eu à se saisir des réactions du système Terre soumis à la pression de 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est cet effet boomerang que j'évoquais au début. Donc il faut bien voir que c'est un truc que personne, il y a 50 ans, personne n'imaginait que ça nous reviendrait comme ça dans la figure. Et donc ça, c'est pas évident, pour toutes les raisons énoncées. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis de votre patience.